Nous allons étudier le daf Lamed Chet dans Masechet Baba Batra. Nous reprenons 9 lignes à la fin du daf Lamed Zen Amud Bet. Amre Naardeh, les Chachamim de Naardeh disaient Achalan Retsufin en lo chazaka. Celui qui est machazik bekarkas et qui fait chazaka dans le terrain et dont les arbres sont très rapprochés les uns des autres, il n'a pas de chazaka. Quelle est la raison a priori? C'est qu'il y a des arbres qui sont tellement rapprochés qu'ils ne vont jamais rester tels quels. C'est-à-dire que c'est comme une pépinière. On plante plein d'arbres qui sont jeunes et on compte en fait les enlever. Quand les arbres sont trop rapprochés, on sait qu'ils ne resteront pas là-bas et donc il n'y a pas de chazaka sur ce terrain. L'agma object matkif la ravasera qui dit et la merata misi c'est cela. Haimishra da safsata bemaikanela. Comment tu peux faire une chazaka d'un champ de asafsata? Safsata c'est cette fameuse herbe que l'on donnait au bétail et qui était donc plantée de manière très rapprochée. Alors ici Rashbam explique que c'est pas vraiment une question parce que les champs sur lesquels, les vergers dans lesquels on dit qu'il n'y a pas de chazaka, c'est lorsque les arbres sont trop rapprochés par rapport à la surface que nécessite chaque arbre. Mais lorsque l'on plante ici des herbes ou des choses, il est évident que l'on plante rapproché. Donc selon lui, c'est pas une couche. Quoi qu'il arrive, Rava donne une autre version de ce que dit Zardea. Et la Marava, Mecharan Retsufin, Enlo Karka, c'est ici quand on vend un terrain et que l'on vend des arbres plutôt qui sont sur un terrain, lorsqu'ils sont trop rapprochés, on dit qu'il n'y a pas de karka avec eux. Donc c'est au niveau de la vente finalement que Rava nous dit que la lacha a été citée, c'est-à-dire que lorsque quelqu'un vend des arbres, de manière générale, on vend un arbre et on vend souvent le terrain qui est nécessaire à l'arbre, c'était justement le sujet d'hier. Là maintenant ce qu'il nous dit c'est que quoi qu'il arrive, lorsque l'on vend des arbres qui sont plantés mais de manière très rapprochée, il est évident que comme ils ne resteront pas sur le terrain puisqu'ils ne peuvent pas chacun s'épanouir comme ils veulent, du coup c'est sûr que l'on ne vend que les arbres et donc on ne vend aucune parcelle de terrain avec. Le fait justement qu'un verger, parce qu'il y a une trop grande densité d'arbres, perd son statut finalement de verger. Quand on a un verger et les arbres sont trop rapprochés, on dit que ce n'est pas un verger, c'est finalement un nombre d'arbres défini, mais déconnecté de la terre. Ça, c'est une marloquette Tanaïm, comme le dit Rabbi Zera. Rabbi Zera, Ketanae. Ce sujet-là de Rava est lié à une marloquette Tanaïm. On va parler de quoi ici? On va parler d'une vigne. Vous savez qu'une vigne n'a pas le droit d'être mélangée avec tout ce qui est légumes, tout ce qui est graines, donc le blé par exemple et la vigne ne doivent pas être mélangés, donc on ne doit pas planter du blé à une certaine distance de la vigne. Alors ici on a une petite distinction entre un pied de vigne tout seul et une vigne de manière générale, c'est-à-dire vraiment un champ dans lequel on a plusieurs pieds de vigne. Lorsque c'est un statut de vigne de manière générale, c'est-à-dire un statut de champ, à ce moment-là on doit éloigner n'importe quelle graine de blé, on doit l'éloigner de 4 amotes, de 2 mètres. Si par contre on a un pied de vigne, ou même plusieurs pieds de vigne, mais qui ont un statut à chaque fois indépendant, on devra s'éloigner que de 30 farim, donc 30 cm. Et la question ici, c'est de définir quand est-ce qu'on a affaire à une vigne, donc à un champ, et quand est-ce qu'on a affaire à plusieurs pieds de vigne séparés. On a ici Kerem, donc un champ de vigne dans lequel les pieds de vigne ne sont pas espacés de 4 amotes. Normalement, on espace de 4 amotes l'un l'autre. Là, on ne les espace pas. C'est trop rapproché. Donc, ça ressemble au cas qu'on a cité précédemment. Rabbi Shimon Omer et no kerem. Selon Rabbi Shimon, c'est pas un champ. Et donc, si tu veux planter du blé, tu devras t'éloigner de chaque pied de vigne comme s'il était tout seul, c'est-à-dire 3 tfarim, pas plus. Chachamim Omrim, Arezo Kerem. C'est un champ, c'est une vigne. Pourquoi? Parce qu'on considère que ce qu'il y a au milieu, c'est-à-dire qu'il y a des rangées qui sont espacées de 4 amotes et au milieu il y en a d'autres. On les considère comme s'ils n'existaient pas parce qu'un jour on les enlèvera. Donc on a exactement notre sujet ici. Est-ce que lorsque l'on a trop de densité dans les arbres ou dans les pieds de vigne, est-ce que ça s'appelle encore un champ, un verger ou une vigne ou pas? Selon Rabbi Shimon, ça ne s'appelle plus Kerem et selon Rava non plus. Selon Chachamim, oui, ça reste un champ, ça reste une vigne. Ça, c'était lié encore une fois au sujet précédemment. Là, comme on a parlé des Chachamim de Nardea, on va rapporter notre halakha. Amre Nardea, Aïman des avis dit que la lechavre, celui qui vend un dékel, qui vend un palmier à son prochain, Kanele Mishipula Attehoma. Il lui a fait acquérir l'arbre depuis le bas de l'arbre jusqu'à Tehoma, jusqu'au fond de la terre. En gros, il a toute la profondeur qu'il y a en dessous de l'arbre. Alors pourquoi faire la profondeur? Alors Rashbam veut expliquer que éventuellement si l'arbre est déraciné, il pourrait replanter autre chose à la place ou éventuellement creuser. Tosfot rapporte des gmantes qui ont l'air de dire l'inverse. Donc Tosfot dit non. Quand on dit qu'il a acquis toute la profondeur, c'est pour empêcher le vendeur de creuser quelque chose
en profondeur. Donc même si l'arbre n'a pas besoin de beaucoup de profondeur, ça empêcherait le vendeur d'aller construire, mais passer des tuyaux, je ne sais quoi, en dessous de cet arbre. Quoi qu'il arrive, ici on nous dit que celui qui achète donc un déquel, un palmier ou un arbre, finalement a toute la profondeur. La Gemara objecte, Matkif la Rava, c'est Rava qui objecte. Velim ale kurkema derishka zabinilach. Accord kurkema derishka vezin. La Gemara dit, mais attends, c'est pas possible. Celui qui vend l'arbre peut lui dire, non, écoute, moi je t'ai vendu kurkema derishka. Kurkema derishka, on a dit, c'était une épice qui en général était utilisée, donc 3 ans, et après des fois, il ne tenait pas longtemps. Il dit, c'est comme si je t'ai vendu kurkema derishka, utilise ton arbre, et une fois que tu as utilisé ce que tu veux, tu n'as pas à pouvoir demander autre chose, tu n'as pas à réclamer justement autre chose. Alors la Gemara nous dit non, c'est pas ça, c'est pas quand on vend qu'il y a ça. Et la Marava, Beva, Mechama Ta'ana. Ici, on n'est pas en train de dire que toute vente inclut cela, c'est pas vrai, ça dépend effectivement des conditions. C'est ici lorsqu'on ne sait pas. On ne sait pas, et ici il a une Ta'ana, c'est-à-dire que la personne vient et dit voilà, ça fait 3 ans que j'ai ce palmier. Croyez-moi, quand je dis que je l'ai acheté et que j'ai acheté la terre qu'il y a en dessous. Donc en fait, ça dépend effectivement de ce qui a été discuté avec le vendeur. Simplement, ce qu'on nous apprend ici, selon Rava, c'est que celui qui a fait chazaka sur un palmier peut, au bout de 3 ans, dire qu'il a non seulement le palmier et également la profondeur. Alors, il m'a dit, attends, mais le pauvre, qu'est-ce qu'il peut faire l'autre? Le type, il vend un palmier. Imaginons qu'il a vendu le palmier et qu'il n'a pas vendu la profondeur. Comment fait-il pour prouver que la profondeur est à lui? Amalek Markashisha, le fils de Raprizda dit à Ravashi, mais Kurkema de Rishka Zabiné. Et s'il ne lui a vendu que l'arbre, Kurkema de Rishka, c'est une manière de dire qu'il lui a vendu que l'utilisation de l'arbre. Mais il y avait les mervades. Comment veux-tu que ce bonhomme-là s'en sorte? Puisque finalement, il est obligé de laisser l'autre consommer les fruits de l'arbre, puisqu'il lui a vendu l'arbre, donc il le laisse consommer l'arbre. Mais de manière inexorable, le type, au bout de 3 ans, il aura fait chazaka. Quand il aura fait chazaka, il sera cru quand il dira qu'il a vendu, qu'il a acheté également la profondeur. Donc explique-moi, un type qui a vendu un arbre, qui ne voulait pas vendre la profondeur, comment fait-il pour ne pas se faire avoir au bout de 3 ans, parce que la personne peut très bien dire qu'elle a même la profondeur? Elle m'a dit, il va aller le mahouiller. Il aurait dû faire un mecha. Et donc ici, c'est intéressant, c'est une mecha partielle. C'est-à-dire, je vends mon palmier, la personne utilise le palmier, et pendant les 3 ans, il dit, écoutez, ce qu'il fait pour l'instant, c'est glatte. Il est en train d'utiliser le palmier, effectivement, je l'ai vendu. Mais je profite des 3 ans pour dire que la profondeur, par contre, n'a pas été vendue. Et donc, c'est intéressant qu'il fait une mecha par rapport à quelque chose que l'autre n'utilise pas, mais qu'il serait éventuellement en droit de réclamer au bout de 3 ans. Et donc, comme il se peut qu'il réclame au bout de 3 ans la profondeur, même s'il ne l'utilise pas actuellement, je fais une mecha. Donc, un mecha, jusqu'à présent, on pensait que c'était le fait de contester une utilisation frauduleuse de ce qui m'appartient. Là, on voit que c'est une mecha préventive. Et du coup, l'agma est obligé de nous trouver une source. Où tu vois qu'il y a une mecha préventive, l'agma dit Delo te ma'achi, si tu n'acceptes pas l'idée d'une mecha préventive, la preuve qu'il y en a une, c'est qu'il y a un cas où tu es contraint d'imaginer qu'une mecha préventive existe. C'est quoi? Ane mashkanta des soura. Mashkanta des soura, rappelez-vous, c'était quelqu'un qui prête de l'argent et il prend un gage c'est un terrain, et il décide avec l'emprunteur de faire en sorte que l'usufruit du terrain qui est en gage chez lui serve en même temps de remboursement. Donc il garde le terrain et il se rembourse petit à petit sur le terrain. Du coup, comme il y a une somme de départ et que le terrain a une valeur en général de temps, il rapporte tant par an, dès le départ, on décide que voilà, c'est le gage et tu vas rester sur mon terrain pendant X années et au bout de X années, tu seras remboursé du prêt. Alors, Animashkana des Soura, l'irtif va c'est marqué quoi? Achi bemishlam shnaya ilen, à la fin de telle année, tipok ara, de là, da beloksav, tu sortiras de cette terre sans que je te paye. Donc, il est en train de dire effectivement, je te laisse cette terre en gage. Ikavish elishta mashkanta, maintenant celui qui est prêteur. Il est prêteur, on lui laisse un terrain qui est en gage pendant 3 ans et pendant 3 ans, il se rembourse dessus. Le type, au bout de 3 ans, qu'est-ce qu'il peut faire? Il prend le document de mashkanta, il prend le document, il le cache et il dit regardez, ça fait 3 ans que je suis sur le terrain, il est à moi. Verma, les Kochabi a dit je l'ai acheté. Alors il pourrait gagner. Est-ce que tu peux imaginer quelque chose de pareil? Mashkanta des Soura, c'est une takanat rachamim pour se faire rembourser. Et ils vont faire une takanat rachamim qui va finalement faire en sorte que les gens vont voler. Mitakner Abanan Milta Deate Validefseda. Est-ce que Rami ont fait une takana qui peut causer une perte aux gens? Et là, elle est machouillée. Et là, tu vois quoi? On est obligé de faire un mecha'a. Donc une mecha'a, une protestation, mais préventive. C'est-à-dire,
monsieur est sur le terrain, consomme les fruits de mon terrain. Je ne suis pas en train de dire que c'est du vol, parce qu'effectivement, c'est la manière qu'il a de se rembourser du prêt qu'il m'a accordé. Simplement, je fais une mécha préventive tout de suite. Attention, ça ne veut pas dire que ça lui appartient. Et donc, au bout de 3 ans, il faudra qu'il me le rende et qu'il ne pourra pas dire qu'il l'a vendu. Donc, Achanami chez nous aussi, il va aller machouiller. Tu vois bien qu'il fallait faire une mécha. Donc, c'est le chidouche ici, c'est qu'il y a une mécha préventive, même si il n'y a rien d'anormal dans l'utilisation du terrain. Nouvelle Mishnah, il y a 3 pays, 3 régions, 3 pays par rapport à la Chazaka. Yehuda, Aver Yarden, Yehuda. Aver Yarden, c'est l'autre côté du Jourdain, et Galil. Donc Yehuda et Galil, c'était les 2 régions, les 2 royaumes qu'il y avait en Israël. Et Aver Yarden, c'est de l'autre côté du Jourdain, l'équivalent de la Jordanie. Aya Yehuda, Vechezik Begalil. Si celui qui possède le terrain est parti en Yehuda, et son terrain est en Galil, et donc la personne qui est dessus pendant les 3 ans est en Galil. Ou l'inverse. Celui qui est propriétaire est parti en Galil, Vechezik Be Yehuda, la Chazaka se fait en Yehuda. Son terrain est na Chazaka. On ne peut pas faire Chazaka si le propriétaire n'est pas dans la région dans laquelle on se situe. Jusqu'à ce qu'il soit dans la même région, on ne va pas dire pays, mais pays ou même région, c'est-à-dire Yehuda, Galil et Aver Yarden. Ça, c'est l'avis de Tanakama. Amar Rabbi Yehuda, qui n'est pas d'accord, lo amru shalosh shanim ela kedeh sheye be'aspamia ve'achazik shana, il chouv yodi'uhu shana ve'yavo le shana acheret. Viens, Rabbi Yehuda, il dit non, c'est pas vrai. La raison pour laquelle on a dit une chazaka de 3 ans, c'est justement pour permettre à quelqu'un qui est le plus loin possible de pouvoir à la fois être au courant et à la fois revenir. Comment il fait son calcul? Il dit ela kedeh sheye be'aspamia. Le cas le plus loin, c'est l'Espagne. L'extrémité de l'ancien monde, avant qu'on découvre l'Amérique, il est Aspamia. On fait Chazaka pendant 1 an. Effectivement, les gens ne s'inquiètent pas tant que ça pendant la première année. C'est au bout d'1 an qu'on imagine que quelqu'un va dire bon, il faudrait peut-être prévenir le propriétaire. On envoie à ce moment-là quelqu'un aller lui chercher. Donc Aspamia, c'est l'endroit le plus loin, nous dit Tosfot, c'est 1 an de trajet. On envoie quelqu'un qui arrive à la fin de la 2e année et comme ça lui-même peut revenir après, faire Mecha'a. Tosfot veut le déduire à Moudbet qu'à la fin c'est marqué Veyavo que lui vienne, alors qu'au départ on a dit que quelqu'un des envoyés vient le lui dire, on a l'impression que c'est Mecha'a, que c'est lui qui doit faire la Mecha'a, Befana devant lui. En tout cas, quoi qu'il arrive, ici on parle de Aspamia, donc le cas le plus loin, et donc nous dire à Biuda, puisque les 3 ans correspondent justement au temps le plus long pour que quelqu'un soit au courant et puisse faire Mecha'a, il n'y a pas de raison du coup de dire qu'il y a des exceptions à cela, et dire ah, voilà, ben, le pauvre il était en Galil, en Yehuda, il n'y a pas trop, on verra par la suite, il n'y a pas trop de transport et de trajet entre les 2 pays, même s'ils sont mitoyens. Et donc, du coup, c'est compliqué d'être au courant ou c'est compliqué de faire une objection, une mecha'a. Non, à partir du moment où les 3 ans sont faits justement pour les cas les plus extrêmes comme l'Espagne, du coup, il n'y a pas de raison que c'est la marquette Rabbi Yehuda Chachamim. Est-ce qu'on fait une exception Yehuda, Galil et Aver Yarden? Bon, au passage, Tosfot dit que donc, l'endroit le plus long, a priori, c'est l'Espagne. Enfin, c'est 1 an de trajet. Tosfot dit, mais non, mais c'est pas vrai, il y a plus loin que l'Espagne. Alors vous allez me dire, il n'y a pas plus loin que l'Espagne, parce que Tosfot n'a pas découvert l'Amérique avant Christophe Colomb. Il y a peut-être des moyens dans le nord de l'Europe de faire des trajets qui sont plus longs qu'1 an, mais Tosfot dit que voilà, quoi qu'il arrive, même s'il y a plus long, c'est pas habituel. Et donc, l'Oplouk, Rachamim ne font pas des takanot pour des cas qui sont extrêmes et qui sont rares. Et donc, du coup, le cas le plus fréquent et le plus lointain, c'est l'Espagne. C'est 1 an de trajet. C'est pour ça que selon Rabbi Yehuda, ça fait 1 an avant que les gens s'inquiètent, une 2e année pour qu'on vienne le prévenir, et la 3e année pour qu'ils viennent faire Mecha. Maintenant, on revient, la Mishnah va étudier la vie de Chachamim. Maïka savoir, que pense Chachamim? Chachamim, on dit justement que Yehuda, Galil, on ne peut pas faire Chazaka de l'un à l'autre. L'Agma se demande, que pense Tanakama? Est-ce que Tanakama pense que la Mecha'a, que le fait d'objecter doit être fait devant le Machazik, celui qui est sur le terrain, ou même à distance? L'Agma dit Maïka savoir, Tanakama. Ika savoir Mecha shelo befanav Mecha'a, si on pense que l'objection qui n'est pas faite devant la personne, Avia Mecha'a, ça marche tout de même. À ce moment-là, Filou Yehuda avec Galil Nami. Quelle est la différence entre Yehuda et Galil? Au final, il est dans un pays, il fait Mecha'a, et ça devrait marcher. Si tu dis que la Mecha'a qui n'est pas faite devant la personne, elle ne fonctionne pas, alors le problème, c'est pas Yehuda ou Galil, c'est même dans le même pays, s'il n'est pas devant lui, il ne peut pas le faire. Filou Yehuda Yehuda Nami. La Gemara explique justement c'est quoi le chidouche. Amarabia bar mamal amarav, rappelez-vous ici que c'est Rav qui s'exprime. Les olam kasavar mecha shelo befanav via mecha. Non. Le Tana de la Mishnah pense qu'on n'a pas besoin de faire la mecha devant la personne. Alors si on n'a pas besoin de faire devant la personne, pourquoi quand je fais en Yehuda, ça ne va pas en Galil?
Elle m'a dit Mishnatenu Beshaat Cherom Shanu. La Mishnah parle d'un cas où il y a Shaat Cherom, c'est-à-dire que c'est des périodes de guerre active ou de guerre froide, c'est-à-dire qu'il y a peu de contact entre les deux royaumes, et donc il y a très peu d'échanges commerciaux, et donc il y a très peu de navettes qui vont de l'un à l'autre, ce qui ne permet pas tellement de tenir au courant la personne que son terrain est utilisé, et lui-même, ça ne permet pas tellement de pouvoir après faire Mecha'a, et c'est pour cela. Alors, m'a dit alors si c'est ça, si tout le problème de la Mishnah c'est Shaat Cherom, c'est la situation diplomatique, pourquoi avoir donné des noms de régions Yehuda, Galil et Vayaden, ça n'a rien à voir avec les régions. Dis-moi que entre deux pays, il n'y a pas besoin de faire Mecha devant, sauf si c'est Shaat Cherom, si c'est en des périodes de guerre froide, c'est tout. Ou Maïshna Yehuda et Galil des Nakit. Alors explique-moi pourquoi on enseignait Yehuda et Galil. Ça n'a rien à voir avec les pays eux-mêmes, ça a à voir avec la situation diplomatique. Donc, on m'a dit Aïkamashma, c'est pour t'apprendre autre chose. Des Stam Yehuda et Galil, qui est Shaat Cherom d'Amou. Que les autres pays, ça dépend de la situation, là on ne tourne la page à mettre un bout de bête. Mais Yehuda et Galil, de manière générale, ont tendance à être constamment en situation de froid. Peut-être pas de guerre, mais en tout cas situation de froid, de telle sorte à ce que finalement on doit considérer Yehuda et Galil sans information supplémentaire comme étant Shaat Cherom, et donc comme deux pays dans lesquels il n'y a pas assez de communication pour que la Mecha puisse se faire à distance. C'est pour ça que du coup je ne peux pas faire Chazaka si le propriétaire est ailleurs, parce que comme sa Mecha n'est pas possible là où il est, du coup s'il n'y a pas de Mecha possible, mes 3 ans de Chazaka ne fonctionnent pas. On prend une autre halakha de Rav. Amar Yehuda Marav. En machazikin benirse boreach. On ne peut pas faire Chazaka quand le propriétaire est en fuite. On ne peut pas faire Chazaka des biens d'un propriétaire qui est en fuite. La Gemara dit qu'Amrita Kamede Shmuel. Lorsqu'on a dit ça devant Shmuel, Amarli, il a dit à ce moment-là, mais pourquoi on ne peut pas faire Chazaka devant un fuyard, quelqu'un qui fuit? Même s'il est fuyard, il peut faire Chazaka de là où il est. Et ça, Mecha, je veux dire, il peut contester. Et la contestation peut revenir. Alors, la Gemara dit, Maïkamash Malan, Mecha, Shelo Befanav, Lovia Mecha, tu veux dire quoi? Peut-être que cette halakha de Rav, ça vient dire justement que la Mecha doit être faite devant la personne. Le problème, c'est que la Mishnah, il a dit l'inverse. Vea Amarav, lui-même, il a dit à l'instant. Mecha, Shelo Befanav, Mecha. Il a dit dans la Mishnah, Tanakama pense quoi? Tanakama pense que la Mecha peut être faite à distance. Et donc, Rav m'explique la Mishnah il y a quelques instants en me disant que la Mecha peut être faite à distance. Et un instant après, on me cite au nom de Rav que quelqu'un qui fuit ne peut pas contester. Et donc, comme il ne peut pas contester à distance, moi, je ne peux pas faire Chazaka. Quelle est la réponse? La Gemara dit Rav Ta'amad Dinan Kamefaresh. Rav, tout à l'heure, il a expliqué la Mishnah. Il n'a pas donné son avis au niveau de la Lacha. Vélé, mais lui, l'osvirale, il ne pense pas ainsi. Donc, du coup, comment on expliquerait la contradiction entre les deux paroles de Rav? Ce qu'on a dit précédemment, quand il a dit mais non, le Tanakama de la Mishnah, il pense ci, il pense ça, ça n'est que l'avis du Tana de la Mishnah. Ça veut dire que tu te posais la question que pense le Tana de la Mishnah qui dit qu'Yehuda, Galil et Vayaden, ce sont 3 pays pour la Chazaka. Rav vient expliquer que c'est un avis qui pense qu'on peut pas faire, on peut faire justement Mecha'a à distance, sauf dans ces pays-là. Maintenant, lui personnellement, Rav te dira que non, la Mecha'a doit être faite devant la personne. Ça, c'est la première explication que l'on a de Rav. Il y en a qui disent que Rav a dit autre chose ici. Que Rav, au lieu de donner un enseignement qui est contradictoire avec ce qu'il a dit un enseignement qui est même répétitif. Veikader, il y en a qui disent Amar Raviuda Amarav, Machazikin venir seborer. Il y en a qui disent que non, il a autorisé à faire Chazaka justement sur les biens de quelqu'un qui est en fuite. Et donc, du coup, c'est exactement comme dans la Mishnah. Pourquoi? La Mishnah me dit que, selon Rav en tout cas, la Mecha peut être faite à distance, sauf Yehuda, Galil et Vayaden. Donc, de manière générale, on peut faire Chazaka à distance parce que l'autre peut contester à distance. Et donc, du coup, de la même manière, je peux faire la Chazaka sur les biens de quelqu'un qui est en fuite. Kamrité Kamede Shmuel. Du coup, l'autre version de cette Sugia, c'est qu'on l'a dit devant Shmuel. Shmuel a dit à Marli, Pshita, mais c'est évident. Tout à l'heure, c'était une objection. Là, c'est plus une objection, c'est évident, c'est une répétition. Est-ce qu'il y a besoin de faire Becha chez l'Obefanav? La Gemara se pose une autre question. C'est qu'au-delà de cela, Rav s'est déjà exprimé 2 fois. Il a déjà dit une première fois que la Mishnah était comme ci, et après il répète. Verav kam maïkamashmalan. Quel est le chidouche de Rav? Mecha chez l'Obefanav, via Mecha'a. S'il veut me dire qu'une Mecha'a n'a pas besoin d'être faite devant la personne, Ve'amara Rav Chadazimna, mais Rav me l'a déjà enseigné tout à l'heure au nom de Rabbi Davar Mamal. Et là, Hakamashmalan, voilà c'est le chidouche. D'afilu Mecha bifne shnaim she'einan yecholim lomarlo. Via Mecha'a. Le chidouche, c'est que même s'il conteste devant 2 personnes qui eux-mêmes ne peuvent pas informer
celui qui est sur le terrain, c'est une mecha. Là, c'est un grand chidouche. C'est-à-dire que non seulement lui ne va pas s'exprimer devant le machazik, mais il prend deux personnes. Il a dit, voilà, vous êtes témoins, messieurs, je veux vous dire que monsieur est sur mon terrain dans telle ville. Il lui dit, mais attends, t'es gentil, mais nous, on n'a pas du tout l'intention d'y aller. Nous, on va dans l'autre direction. On n'a aucunement l'intention d'aller dans ce pays. On est interdit même dans ce pays, si tu veux. On ne peut pas y aller. Alors, normalement, on devrait dire que ça ne fonctionne pas. Non seulement, normalement, ça devrait être lui. Mais après, c'est pas lui. Et les deux personnes qu'il a l'air de nommer ont l'air de ne pas pouvoir y aller non plus. Donc, personne n'ira. Lui, il est boréach, lui, il est en fuite. Donc, il ne peut pas revenir. Il est interdit de séjour sur le territoire. Et eux n'iront pas. Alors, du coup, Shmuel n'est pas d'accord. Ravana nous dit justement, les Didim Mefarshalim Midé des Shmuel. Moi, je t'explique ce qu'a dit Shmuel. Lui pense, Shmuel, que si les deux personnes que j'ai nommées peuvent aller le voir, c'est une mecha. Mais faire une mecha devant deux personnes qui eux non plus n'iront pas, lo avia mecha. Et donc, du coup, c'est pour ça, Ravana dit, j'explique Shmuel, c'est-à-dire, j'explique l'incompréhension de Shmuel. Pourquoi Shmuel s'est étonné à propos de Rav? Il n'a pas proposé la réponse que la Gemara a dit, parce que lui, pour lui, Shmuel, c'est tellement évident que si la mecha, tu ne la fais pas toi-même, il faut au moins que les deux que tu nommes plus ou moins aillent le faire. Mais si toi, tu ne vas pas et qu'eux ne peuvent pas non plus y aller, c'est pas une mecha, je continue à ne pas comprendre quel est le chidouche de Rav. Mais la Gemara préfère dire que finalement Rav pense qu'on peut faire une mecha avec deux personnes. Comment ça fonctionne? Rav, il dit quoi? Chavra itle, ton ami a un ami. Chavra de Chavra itle, et l'ami de ton ami a également un ami. Donc, c'est le fameux téléphone arabe. Finalement, on finira par entendre la chose. Et c'est la raison pour laquelle Rav ne se soucie pas du fait que ni le propriétaire, ni les deux qui sont témoins, deux, ça permet en fait d'avoir un col, une rumeur. Deux personnes qui ont vu, c'est une haïdoute. Et ce qu'ils vont dire sera accepté et ça finira par s'entendre. Maintenant, la Gemara va trancher la halacha. Amar Rava, il cheta la halacha et que en machazikin benirse boreach. On ne peut pas faire chazaka lorsque la personne est en fuite. Ou mecha'a shelo befanav avia mecha'a. Et on peut faire une mecha'a, une contestation à distance. Et la Gemara dit, quoi, tarter les deux? Explique-moi comment fais-tu pour concilier deux halachot qui sont a priori contradictoires. En quoi la contradiction est forte? C'est que en machazikin benirse boreach, si je ne peux pas faire chazaka dans les biens d'un fuyard, ma chazaka est bloquée par quoi? Elle est bloquée par l'incapacité de l'autre de contester. C'est la possibilité que l'autre a de contester qui donne une force à sa non-contestation et qui donne une force à ma chazaka. Donc si je ne peux pas faire chazaka sur les biens de quelqu'un qui est en fuite, c'est parce qu'on estime qu'en fuite, il ne peut pas contester. Et comme il ne peut pas contester, je ne peux pas construire ma chazaka pendant les 3 ans parce que le silence de cette personne-là n'est pas du tout un signe de quoi que ce soit. Et donc du coup, si tu me dis que je ne peux pas être machazikim benir sebora, si tu me dis que je ne peux pas faire chazaka dans les biens de quelqu'un qui est en fuite, ça veut dire que quelqu'un qui est en fuite ne peut pas faire une mecha, une contestation. Et juste après, tu me dis quoi? Mecha shelo befanav, une contestation qui n'est pas faite devant deux personnes, eh bien elle fonctionne. Qui n'est pas faite devant la personne. Donc du coup, il y a une contradiction. Parce que d'un côté, si il peut faire à distance, eh bien je devrais faire chazaka sur les biens de quelqu'un qui est en fuite. Et d'un autre côté, si je ne peux pas faire sur les biens de quelqu'un qui sont en fuite, c'est forcément qu'il ne peut pas faire chazaka à distance. La Gemara corrige et dit Lokashia, il n'y a pas de contradiction. Kan boreach mechamat mamon, kan boreach mechamat mardin. On parle de deux fuyards. Celui qui fuit, c'est créancier. Et celui qui fuit parce qu'il est chayav mita, on doit le mettre à mort parce qu'il a fait quelque chose de grave ou il a causé la mort de quelqu'un sans le vouloir et il a la famille de la personne qui veut venger. Et on fait une distinction ici. Celui qui fuit à cause de dettes qu'il a, il a moins peur que l'on sache où il est. C'est-à-dire qu'il sait très bien que s'il revient dans la ville, on va lui réclamer l'argent, mais on ne va pas forcément le chercher ailleurs. Et donc, lui, il va faire une mecha'a à distance. Lui, il va faire une mecha'a à distance, et donc, il y a chazaka, benir seborer. Quand on dit qu'il n'y a pas de chazaka justement pour un fuyard, c'est quelqu'un qui fuit parce qu'il a peur qu'on le tue. Soit c'est le gouvernement qui va l'attraper, soit c'est la famille de celui qu'il a tué de manière accidentelle. Lui, il a peur qu'en faisant mecha'a, les deux témoins disent en même temps dans quelle ville il se trouve et qu'on le retrouve et finalement qu'on le tue. Donc c'est ça finalement la distinction.
lorsque le type fuit parce qu'il a peur qu'on le tue, il n'y aura jamais de chazaka parce qu'on sait très bien que le type, même s'il peut faire une mecha à distance, il aura peur de la faire. Par contre, s'il fuit à cause de l'argent, il n'a pas peur de dire qu'il est dans je ne sais quel paradis fiscal et qu'il fait sa mecha à distance et qu'on apprend la chose. Au passage, la Gemara définit la mecha et chi dame mecha. Comment ça fonctionne la mecha? Fait de contester. Amar Azevin, plania gazlanahu, un tel est un voleur, loavia mecha. Donc le type est sur un terrain, c'est mon terrain. J'ai dit voilà, messieurs, officiellement devant deux témoins, cette personne-là est un voleur. Ça n'est pas une mecha. Pourquoi? Parce que je suis en train de le définir. Je ne suis pas en train de définir ce qu'il est en train de faire et le statut du terrain en lui-même. Mais par contre, s'il dit plania, gazlanahu, denakit laler, aibe gazlanuta, cette personne-là est un voleur qui m'a pris mon terrain de manière interdite, c'est-à-dire qu'il m'a volé. Il faut préciser qu'il est voleur et qu'il m'a volé. À ce moment-là, effectivement, ulmachar, tavarna lebeina, et demain, c'est-à-dire et prochainement, je vais le lui réclamer. Avia mecha, c'est une mecha. Alors les commentaires disent qu'il n'y a pas forcément besoin de raconter toute cette paracha, simplement le fait de dire finalement cette personne-là m'a volé mon terrain. Là ici, la manière la plus classique, c'est de dire voilà, il est voleur et il m'a volé et demain je vais réclamer. Mais le fait de dire simplement qu'il m'a volé mon terrain est déjà suffisant pour faire office de mecha. On va rapidement résumer ce qu'on a vu dans le DAF d'aujourd'hui. On a vu deux halachot au nom de Nardea et tel que c'était compris selon Rava, la halakha de Nardea nous apprenait que lorsque l'on avait des arbres qui étaient trop rapprochés, ça n'est pas un statut de verger, ce n'est pas un statut de vigne. C'était l'avis de Rabbi Shimon dans les Tanaïm, en contradiction avec les Chachamim, qui eux pensent que même si c'est très rapproché, c'est un statut encore de vigne. On a vu Marloquette par rapport à Kilaïm, est-ce que c'est une vigne et donc on doit espacer de loin tout ce qui est blé et légumes, ou est-ce qu'on considère que ce sont des pieds séparés? C'est aussi une Marloquette entre Nardea, Rava et Rabbi Shimon, et de l'autre côté Chachamim de la Mishnah. Après on avait vu que on avait justement une discussion entre Rava et Marc Ashisha au sujet de quelqu'un qui a acheté donc un palmier et qui a fait Chazaka. Est-ce qu'au bout de 3 ans, il peut même dire que la profondeur lui appartient? Et Rava disait que oui, il peut le dire. Et comment la personne du coup peut se défendre et peut éventuellement se protéger de cela? En faisant ce qu'on appelle une mecha préventive. C'est-à-dire que même si la personne consomme de manière autorisée les biens, les fruits qu'il y a sur le palmier, lui dit à l'avance, je vous préviens, ce qu'il fait c'est autoriser ce que je lui ai vendu, le palmier, mais je ne lui ai vendu que le palmier, donc je vous préviens, pas plus. Un peu comme dans Mashkanta des Soura, lorsqu'on laisse quelqu'un consommer sur notre terrain pour se rembourser de la dette qu'on a envers lui, il faut préciser pendant les 3 ans, je vous préviens, ça n'est qu'une Mashkanta, je ne laisse pas faire en sorte que ces 3 années d'utilisation puissent être comptées comme Chazaka et qu'après il cache le shtar de Mashkanta et qu'ils disent qu'il a acheté. Après, on a une marque dans la Mishnah entre Tanakama et Rabbi Yehuda. Est-ce que l'on peut faire Chazaka entre des régions où il y a peu finalement de passage? Selon Tanakama, on ne peut pas. Yehuda, Galil et Ever Yarden sont 3 régions dans lesquelles on ne peut pas faire Chazaka. Selon Rabbi Yehuda, oui, parce que même s'il n'y a pas beaucoup de trajets, ça ne va pas mettre plus de temps que d'aller à l'autre bout du monde, qui à l'époque était l'Espagne. Et on voit bien que selon Rabbi Yehuda, lui pense que les 3 ans, c'est le temps qu'on fasse Chazaka pendant 1 an, qu'on aille prévenir pendant la 2e année la personne, et la 3e année que lui-même vienne. Et donc du coup, ça inclut également Yehuda et Galil. Pourquoi Yehuda et Galil? Simplement parce que ça fait partie des régions qui en général étaient en froid, et donc il y avait peu de commerce et peu de transport entre les deux. Mais finalement, c'est Wadin pour n'importe quelle région que l'on sait être des régions qui sont justement en froid. Et donc, c'est la raison pour laquelle, dans ces cas-là, selon Tanakama, il n'y aura pas Chazaka. Selon Rabbi Yehuda, il y aura Chazaka. On a vu après que quand on parle de quelqu'un qui est en fuite, s'il est en fuite parce qu'il a peur qu'on le tue, il n'y aura jamais de Chazaka par rapport à ses biens, parce que même à distance, il ne fera pas Mecha, il a peur qu'on le retrouve. Maintenant, si il est parti parce qu'il doit de l'argent, il a peur de revenir sur le terrain, dans la ville, mais il n'a pas peur que l'on sache où il est parce qu'on ne va pas le chercher forcément pour l'argent. Et donc à ce moment-là, il peut faire Mecha. Et là-dessus, on a une marloquette entre Rav et Shmuel. Est-ce que la Mecha qu'il fait à distance, doit être faite devant 2 personnes qui peuvent eux-mêmes venir, une sorte de shluchim, comme si c'était des chaliards, ou est-ce qu'il suffit de dire devant 2 personnes, c'est la vie de Rav, et c'est comme ça la halakha, devant 2 personnes, une fois que c'est dit à 2 personnes, ces 2 personnes-là parleront, et on est persuadé que ça finira par être entendu par la personne.